Parmi les innombrables projets autour de Final Fantasy VII, il existe un jeu mobile qui n'est pas lié à la compilation of Final Fantasy VII et qui pourtant a certainement été déclencheur de la mise en chantier du remake. Dans ce nouvel épisode de la rétrospective Final Fantasy VII, nous allons analyser la création et les répercussions de ce jeu nommé Final Fantasy VII G-Bike. Un épisode qui n'existerait pas sans le producteur Tipeee de cette rétrospective Final Fantasy VII. AMZ 91150. Si vous souhaitez contribuer également à cette rétrospective ou donner un coup de pouce à la chaîne, le lien Tipeee se trouve dans la description. Maintenant que les formalités sont faites, plongeons dans la création d'un jeu mobile pas si anodin, Final Fantasy VII G-Bike. Après la sortie d'Advent Children Complete et de ses romans annexes, la compilation of Final Fantasy VII entrera dans une longue pause. Elle n'empêchera pas l'envie du producteur de Square Enix, Ichiro Azama, de créer un jeu mobile reprenant l'univers de Final Fantasy VII. Un jeu qui répondrait aux besoins des joueurs de l'époque. Il consultera Shinji Hashimoto, senior vice-président de Square Enix, et Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII, pour réfléchir à quel type de jeu mobile pouvait fonctionner autour de cet univers. Pour Kitase, la réponse sera évidente. Il faut développer un jeu autour d'un des mini-jeux présents dans le jeu original. Ceux-ci étaient déjà très élaborés pour l'époque et il serait très simple d'en faire un jeu à part entière. Surtout qu'ils avaient déjà réalisé un projet similaire quelques années plus tôt qui était Final Fantasy VII Snowboarding. Nomura suggérera de laisser le développement à CyberConnect 2, une boîte de développement qui est surtout connue pour les Naruto Storm. Tetsuya Nomura disait toujours lors de réunions chez Square que si un jeu devait être développé par une entreprise extérieure, il voudrait que ce soit CyberConnect 2. Surtout que Shinji Hashimoto rencontrait souvent Hiroshi Matsuyama, président du studio CyberConnect 2. Ils étaient collègues de boisson si on peut dire. Lorsqu'ils se retrouvaient, Hashimoto essayait de convaincre Matsuyama de bosser sur un Final Fantasy. D'ailleurs, lorsque Hashimoto demandait à Matsuyama quel Final Fantasy il préférait entre le 7 et le 8, Matsuyama répondait immédiatement le 7. C'est aussi cette réponse qui confortera Square Enix de choisir CyberConnect 2 pour développer ce jeu mobile. Au départ, cette idée de transformer un mini-jeu de Final Fantasy VII en un jeu mobile devait être le premier d'une longue série. Ils choisiront G-Bike en premier grâce à sa popularité. Matsuyama sera donc nommé directeur du jeu sous la supervision de Yoshinori Kitase, alors producteur exécutif de Square Enix. Tetsuya Nomura sera directeur créatif du jeu et proposera notamment un nouveau design pour Cloud Strife. Pour adapter ce mini-jeu, le concept de G-Bike sera étendu. Cela passe par la conception d'un nouveau gameplay mettant en avant la possibilité de modifier ses armes mais aussi d'utiliser de nouvelles formes de combat. Développer une histoire autour du jeu sera écarté afin de ne pas avoir à développer plus de personnages jouables. Cloud Strife sera donc l'unique personnage jouable du jeu. Bien que le jeu mobile reprenne principalement le jeu G-Bike de Final Fantasy VII, une autre source d'inspiration sera utilisée, celle du film d'animation Advent Children. En effet, plusieurs combats à moto ont lieu dans le film. Cloud combat ses ennemis sur sa moto Fenrir. Azama trouvait les combats cool et radicaux et c'est pour cela qu'il a décidé d'inclure ces références. Square Enix donnera d'ailleurs accès aux assets d'Advent Children et du jeu PSP Crisis Core aux développeurs de CyberConnect 2, ce qui permettra à G-Bike d'avoir une cohérence visuelle avec les précédentes œuvres basées sur l'univers de Final Fantasy VII. D'ailleurs, Matsuyama déclarera que les premières soumissions de son équipe vers le Game Screening Department de Square Enix seront chaotiques. Le Game Screening Department a pour but de vérifier si le projet respecte bien l'univers, qu'il respecte également la vision de l'entreprise, en plus de vérifier la qualité globale du titre et d'y conseiller des améliorations en cas de nécessité.
Final Fantasy VII G-Bike a donc été pensé pour être un jeu mobile free-to-play, c'est-à-dire un jeu de course entièrement gratuit, jonché de microtransactions, dans lequel on incarne Cloud sur sa moto, affrontant toute une horde d'ennemis. La moto avance automatiquement sur des environnements connus de l'univers de Final Fantasy VII, comme Midgar, Edge, ce qui semble être Banora également, et le but est d'utiliser leur écran tactile pour vaincre les ennemis avec la Buster Sword. Les joueurs peuvent s'équiper de Materia pour vaincre les ennemis plus facilement, se défendre ou se déplacer plus vite par exemple. Un système d'invocation de personnages de soutien était présent et permettait d'obtenir de l'aide de la part de visages connus de l'univers de Final Fantasy VII, comme Tifa, Barret, Yuffie ou encore Cid pour ne citer que. Bien sûr, il n'y avait aucun scénario dans ce jeu, ce qui ne l'empêchait pas d'être divisé en plusieurs chapitres dans lesquels on pouvait rencontrer le bestiaire et ennemis connus de Final Fantasy VII, comme le garde Scorpion, Bahamut, Ifrit, Behemoth ou encore des Bombos. Il y avait aussi des événements limités proposant d'affronter des personnages comme Reno au Canyon Cosmo ou Dyne à Corel. Chaque fin de niveau attribuait une note au joueur selon ses performances, gagnant également de la monnaie afin de personnaliser ou d'acheter de nouvelles motos, de nouveaux vêtements pour Cloud, etc. Même les événements à durée limitée permettaient de mettre la main sur de nouvelles motos ou cosmétiques, comme la moto Phoenix par exemple, qui offrait aux joueurs plus de puissance et un boost de magie pour Cloud par rapport à sa Hardy Daytona par exemple. Vous l'aurez compris, Final Fantasy VII G-Bike n'a pas eu un parcours facile. Annoncé en juin 2014 par Square Enix, les joueurs pensaient voir débarquer Final Fantasy VII sur mobile. Azama devra clarifier les choses en annonçant qu'il ne s'agira pas de Final Fantasy VII, mais d'un jeu entièrement à part et n'ayant aucun lien avec la compilation of Final Fantasy VII, même s'il partage les visuels et l'esthétique. Avant de révéler la première bande-annonce en septembre 2014, Azama demandera à Hashimoto s'il souhaitait qu'on lui développe un remake pour Final Fantasy VII. Ce à quoi il répondra que si le G-Bike réussit à sortir et qu'il soit un succès, alors ils le feront. Les préinscriptions se lanceront suite au trailer et permettront aux joueurs de mettre la main sur la Materia Comet. Le 30 octobre, le jeu sort au Japon avec des promesses de sortie vers d'autres territoires. Le jeu subira de nombreux problèmes de serveurs suite à son succès et cela durera jusqu'au 1er novembre. La société Glico, qui fabrique les Poki, ces espèces de Mikado au Japon, feront la promotion du jeu en créant des cartes à collectionner vendues dans leur paquet de Poki. Mais malgré une campagne marketing agressive, des résultats très satisfaisants, le jeu annoncera sa fermeture le 16 septembre 2015 et Square Enix expliquera la raison de la future fermeture. Il n'arrivait pas à satisfaire les utilisateurs du jeu. Les achats in-game furent stoppés le 15 octobre 2015 et le jeu en lui-même fermera ses serveurs le 15 décembre 2015. Le jeu n'avait même pas eu le temps de sortir dans d'autres pays et il fait partie de ces médias perdus dans l'univers de Final Fantasy VII avec Before Crisis, Snowboarding et First Soldier. Une autre raison de cette fermeture pourrait être les critiques mitigées qu'a reçu le jeu. Il existe de bonnes critiques comme Siliconera qui louera la qualité de recréation du mini-jeu et de la retranscription de son esthétique d'origine. De Kotaku, estimant que d'autres mini-jeux FF7 pourraient sortir également, ou Game Informer qui disait que la sortie de G-Bike à la place d'un remake ne contrarierait pas les fans. Sauf qu'ils sont beaucoup à penser le contraire. Engadget, Hardcore Gamer, estimeront qu'il s'agit d'un troll de la part de Square Enix de sortir un jeu de la sorte au lieu d'un remake de Final Fantasy VII qui pour beaucoup est certainement en développement depuis la démo technique PS3 de Final Fantasy VII. Mais nous reviendrons sur ce sujet dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas un défaut en soi, mais c'est suffisamment bruyant pour rabaisser le jeu. Les seuls vrais défauts qui pouvaient ressortir de ce jeu étaient le fait qu'il possède de nombreux temps de chargement et qu'il faille jouer de très nombreuses heures pour déverrouiller tous les personnages de soutien. Effectivement, pas de quoi sauter au plafond, mais son succès avant une fermeture surprise aura un impact sur la décision de mettre un remake en chantier. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette rétrospective Final Fantasy VII.
Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper le prochain numéro. Si cette petite histoire vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver les chapitres précédents sur la chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager et de commenter. C'est très important pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Merci du fond du cœur, on se retrouve très vite pour la suite.